Ok, et ça enregistre, c'est merveilleux. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Violaine Isaac, je suis membre du corps enseignant à l'IFOD. Je suis également coach exécutif et superviseuse. Et donc, j'ai le plaisir d'être avec vous pour 1 heure environ pour ce webinaire sur le leadership. Leadership et anti-héroïsme en coaching. Et donc, c'est le premier d'une série de 5 webinaires qui commence aujourd'hui jusqu'au mois de mars. Donc, l'IFOD CIE vous propose donc cette série donc jusqu'en mars d'un webinaire sur le leadership donc par mois. Alors voilà, je vois que ça se connecte tout doucement. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Tac. Ok, donc j'espère que ceux qui sont connectés voient bien. Ok, c'est toujours ce sentiment d'être seul face à l'écran et au document. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc cette série sur le leadership de webinaire, c'est donc comment accompagner le leadership aujourd'hui dans le contexte actuel. Et donc, voici cette série qui démarre aujourd'hui. Vous voyez les thèmes qui s'inscrivent donc sur ce slide. Donc, par exemple, en décembre, il y aura donc un webinaire que j'animerai également sur rendre le leadership accessible avec le modèle des 5 ressources. Le 15 janvier, l'intelligence émotionnelle, compétences clés du leadership par Lucie Lauras. Le 28 février, 3 dérives fréquentes dans l'accompagnement du développement du leadership par Jean-Baptiste Huot. Et le 26 mars, être leader écosystémique, l'approche par le coaching d'équipe, donc par Étienne Leroy. Voilà. Donc, on a élaboré ce programme en collectif. Et on espère que voilà, ça vous alimentera bien sur le sujet. Ok. Alors, j'entame donc le programme de ce jour. Donc, je vais prendre la parole sur leadership et anti-héroïsme en coaching pendant 20 à 30 minutes. Et puis ensuite, bien sûr, je répondrai avec plaisir à vos questions et à vos réactions. Donc, je vous propose de le faire comme ça, en 2 temps. Donc, le programme. Déjà, quel est le sujet? Le sujet, c'est le déterminisme sociétal qui influence beaucoup les modèles de leadership. Et l'idée que le modèle du anti-héros permet de se libérer en fait de cette injonction héroïque qui pèse sur le leadership et donc sur le travail du leadership en coaching. Voilà. Donc cette figure du anti-héros, elle est aidante pour aider les managers à travailler à leur leadership de manière libre, sans se référer à des modèles héroïques et extérieurs à eux-mêmes. Donc, 4 parties. 1, l'évolution des modèles de leadership. Je vous propose de repartir d'une perspective rapide, historique, pour situer les formes de leadership d'aujourd'hui. Ensuite, on s'arrêtera plus particulièrement sur quel modèle au XXIe siècle. Ensuite, on abordera cette figure de l'anti-héros. Qu'est-ce qu'un anti-héros et en quoi cette figure est inspirante pour le travail sur le leadership, particulièrement actuellement dans le contexte de crise environnementale dans lequel on est. Et enfin, ce sera la partie la plus développée, on ira sur comment coacher le leadership à partir de la figure de l'anti-héros et qui est finalement très proche, qui nous rapproche en fait du modèle du vivant. Et j'essaierai donc de vous donner quelques éléments pratiques pour la pratique du coaching. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié dans cette introduction. Alors, je vais donc commencer par vraiment une introduction rapide sur qu'est-ce que le leadership. Ce sont vraiment des rappels pour vous tous, je pense. Donc, une définition simple, processus par lequel une personne influence et inspire dans la confiance mutuelle un groupe de personnes pour atteindre un objectif commun dans un contexte donné.
Alors, je m'arrête sur cet aspect de contexte, parce que c'est très important. Un leadership ne se déploie et ne prend de l'amplitude que dans un contexte donné. Par exemple, une entreprise en croissance ou une entreprise en rationalisation n'appelle pas les mêmes styles de leadership. Le contexte, c'est aussi celui de la culture de l'entreprise, celui de la culture du pays, et enfin, celui du contexte de référence sociétale. Voilà, vous doutez bien que le leadership, les formes de leadership qui existent aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux de l'Antiquité. Voilà. Donc, un leadership prend sens par rapport à un cadre de référence sociétal. Néanmoins, il y a cet aspect de contexte qui est très important, mais néanmoins, on peut se dire quand même qu'à travers l'histoire, on retrouve 3 éléments clés qui font le leadership, qui sont quand même la qualité du lien aux autres, même si cette qualité-là n'est pas la même en 2023 qu'au Moyen-Âge, la qualité du lien aux autres, le désir, voilà, le fait de désirer quelque chose fortement, de désirer y aller, et donc emmener les autres. Et puis, une forme d'authenticité, voilà, de véracité, de croire en quelque chose, de s'ouvrir aux autres sur ses convictions et sur qui l'on est. Voilà pour quelques éléments de définition. Alors, une précaution que j'aime bien donner, c'est effectivement de ne pas confondre le leadership avec le fait de chercher à obtenir de la servitude volontaire, pour reprendre cette expression d'Étienne de la Boétie. Surtout dans la conception française du leadership, on a tendance à penser que le leadership, c'est un comportement en quelque sorte conducteur ou un peu directif, et qu'on va suivre parce qu'au moins c'est quelqu'un qui sait où il va. Voilà, donc c'est rassurant et voilà. Et puis puisqu'on a un contrat de travail et qu'on doit suivre quelqu'un, autant que ce soit quelqu'un qui est déterminé. Voilà. Donc je caricature un peu, mais ça nous mène à la servitude volontaire. Et dans la conception américaine, il y a beaucoup plus la notion de plaisir et de désir, voilà, de désirer suivre un leader, quelqu'un, vraiment à qui on donne son consentement, enfin voilà, qu'on a vraiment envie de suivre. Voilà. Alors, je vais donc maintenant, après cette introduction, rentrer dans l'évolution des modèles de leadership à travers l'histoire et en venir au modèle du XXIe siècle. Donc, vous avez sur ce slide, donc, vous avez donc les périodes en abscisse, et puis donc les grands types de leadership qu'on a eu là au XXe siècle. Hein. Ce slide concerne la période depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle et début du XXIe siècle. Donc, pour être synthétique, vous avez d'abord le modèle du leader héroïque, donc tout à fait à gauche, donc, qui est le modèle de l'Antiquité, puis de la société prémoderne jusqu'au début du XVIIe siècle, qui est un modèle viril, où il faut être valeureux, voilà, un chef de guerre. Et ce modèle prenait sens dans des sociétés où prévalait encore le modèle du divin. En fait, c'est le modèle du divin, voilà, de la puissance, comme les héros, les divinités grecques. Donc, société où la pensée magique est très présente, les mythes, puis la féodalité, etc. Donc, ça prenait tout son sens. Puis ensuite, deuxième modèle, le modèle du leader economicus. Donc, c'est une autre période, société moderne, fin du siècle des Lumières, puis l'ère industrielle, surtout 18e, 19e siècle. On fait un saut là. Donc, un leader qui est beaucoup plus tourné vers la transformation de la société, l'innovation économique et industrielle, qui donc prend un style directif, garde un style directif, mais tourné vers l'innovation et la transformation de la société. On recherche les prouesses technologiques, et c'est une époque aussi de militarisme. Donc, par exemple, il y a la figure qui est un peu plus tardive, évidemment, au XXe siècle, mais de Margaret Thatcher, qui incarne ce type de leader tourné vers l'innovation économique, la directivité, la rationalité aussi économique. Et puis, troisième génération de leader synthétiseur à droite, leader pacifique, plus authentique, plus en recherche de valeur, et qui cherche à concilier l'humain et l'économie long terme. Donc là, on a la figure, par exemple,
d'Obama, hein, qui est très caractéristique de cette génération de leaders. Donc là, on est sur le début du 21e siècle, dans une société voilà, qui recherche désormais le bien-être, qui cherche des valeurs. Donc c'est l'époque du transculturalisme, de l'universalisme, surtout avec Obama. On cherche à concilier donc des enjeux plus globaux, c'est la société de l'information, etc. Voilà, pour vous donner des repères. Et donc, sur toute cette ligne d'évolution, vous voyez dans le carré à droite, finalement, l'humanité se développe par prise de conscience successive, et notamment qu'il n'y a plus besoin de héros surpuissants et de divinités pour être protégés. Et donc, il y a une prise de conscience de notre solitude sur Terre et de notre responsabilité. Voilà, ce qu'on a appelé le désenchantement. Alors, bien sûr, quand je parle de solitude, ça n'empêche pas tout un chacun d'avoir ses croyances, hein. Mais voilà, on n'est plus dans le modèle du divin. Alors, que se passe-t-il au XXIe siècle? On est d'abord dans une société, vous voyez en haut à gauche, de perte de repères, de perte d'identité, de crise climatique, Covid, l'incertitude. Aussi, depuis 10 ans, il y a un désir de libération par rapport à l'autorité, avec le mouvement de l'entreprise libérée dans les pays occidentaux, société de consommation, de surconnexion, les extrémismes montants. Et donc, face à cela, on constate deux types de leadership qui se développent, à la fois dans les gouvernements et puis dans les entreprises, qui sont très antagonistes. Donc, à gauche, un type de leadership autoritaire, qui se veut parfois protecteur, hein, ça peut être au nom d'une protection, mais qui va être assez coercitif, qui donne la voie à suivre, qui pose des interdits et qui est souvent autoritaire au nom de valeurs. Et puis, à droite, une autre forme de leadership que j'ai appelée coopératif permissif, qui cherche le collectif, la facilitation, l'écoute, l'innovation toujours, mais davantage une forme de durabilité, qui cherche toujours la performance, mais par contre avec comme une absence de limite. Voilà, comme si on pouvait innover sans limite. Voilà. Comme si tous les comportements étaient possibles, comme si il n'y avait plus à poser de... Voilà, comme si on s'éloignait d'un certain nombre de valeurs et de protection de l'individu. Voilà. Alors, pourquoi ces deux formes coexistent? Eh bien, ça correspond, ce clivage-là, c'est totalement un clivage miroir de sociétés, notamment occidentales, clivées entre un désir de protection très fort de l'individu et de survie, hein, de protection et de sécurité, et par ailleurs un désir de changement radical, de changer de modèle, d'entraide, voilà. Donc, cette évolution, vous voyez la courbe là qui monte, hein, l'évolution, c'est une prise de conscience, évidemment, de notre finitude, en tout cas de la finitude des ressources, et puis de notre interdépendance avec le vivant. Alors, je vais m'arrêter maintenant sur ce modèle de leadership coopératif permissif. Je vais faire un zoom dessus parce que le Covid a été à l'origine du développement de ce modèle. Et je vous donne pour cela les résultats d'une étude du Management Research Group de 2023, début 2023, qui a fait une étude comparative de l'évolution des leaderships post-Covid et pré-Covid. Donc, c'est très intéressant pour savoir quel est l'impact du Covid, sachant qu'on ne sait pas si cet impact est durable aujourd'hui. Donc, les conclusions de l'étude, qui est multi-pays, hein, c'est que le Covid a amené des leaderships avec plus d'empathie, plus d'écoute des besoins implicites, notamment parce qu'il y a beaucoup de distanciel, plus de déférence à l'autorité, parce que le gouvernement ou l'entreprise ou l'institution qui nous a protégés pendant le Covid, on lui est reconnaissant. Donc, on est plus respectueux de l'autorité. Je parle bien des leaders. Hein. Des leaderships plus coopératifs, plus tournés vers le compromis et le soutien, l'entraide. Des leaderships où la surcommunication est présente, beaucoup d'explicitation, on tient à informer les gens, et ça aussi, c'est un effet couplé Covid distanciel. Et puis, enfin, l'anticipation stratégique s'est développée, parce qu'on a été échaudé, donc on regarde ce qui va arriver.
Voilà. Et donc, complément de ces résultats, on a vu il y avait plus en termes de leadership, et il y a moins de leadership énergique compétitif. On constate moins d'exigences, ou en tout cas une exigence plus modulée, et puis on recherche moins le travail en autonomie, parce qu'on recherche davantage le travail en équipe et en collectif. Donc c'est intéressant de voir l'effet quand même de la pandémie. Donc je reviens à mon slide, et je vais arriver au bout de cette perspective historique. Donc finalement, on rentre dans la partie droite de ce slide, c'est quid de la suite, hein. Donc là, c'est une partie un peu prospective finalement. En vert, vous avez la société dans laquelle on est, hein, en 2023, accélération des rythmes très forte, qui impacte énormément le lien social, comme l'a révélé le philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa. Désir d'inventer un nouveau modèle, et en même temps très forte anxiété climatique, des formes de violence, bien sûr l'intelligence artificielle en même temps, qui nous bouscule. Et donc là s'ouvrent un peu deux scénarios, finalement, en termes de leadership, puisqu'on a vu que le leadership répond toujours à des besoins qui sont dans la société. Donc soit il y a un scénario de retour au leader héroïque, face à une anxiété très forte, et à une nécessité de survie, un peu comme au Moyen-Âge, et donc avec un leader qui devient sauveur, et une relation symbiotique au leader, c'est-à-dire qu'on attend tout de lui, et notamment qui nous permettent de concilier les impossibles. Voilà, donc survie, écologie, sécurité, performance, confort, rien ne change et tout change en même temps. Voilà. Deuxième scénario, c'est le type de leadership de l'anti-héros. Je vais expliciter ensuite ce qu'est un anti-héros, qui est un modèle qui recherche plus une véritable transition interne, c'est-à-dire que le changement radical dont on a besoin dans nos sociétés commence par une transition intérieure. Et donc, le modèle du anti-héros permet de chercher la connexion à soi, au vivant, d'être conscient de sa vulnérabilité, des vulnérabilités qui existent aujourd'hui, revenir à des valeurs, à des dimensions de soin, prendre soin des autres, de soi, et à des renoncements. Voilà. Donc, c'est un modèle qui cherche à sortir de la toute-puissance, de la maîtrise. Hein. On est une société de maîtrise de tout. Donc, on va voir dans quel sens les choses évoluent. Alors, j'en viens maintenant dans la structuration de cet exposé à la fameuse figure de l'anti-héros. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut nous aider dans ce carrefour? Et nous, coachs, effectivement, on aide les managers à travailler à leur leadership, hein, donc on est au cœur de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'un anti-héros? Donc là, j'ai noté en vert, un personnage qui n'est pas doté de qualités exceptionnelles, qui n'a pas de noblesse de comportement. Donc j'ai pris quelques exemples. Jean Valjean, avec Depardieu en haut à gauche, dans Les Misérables, voilà, qui est un repenti, par exemple, hein, qui était un voleur, qui a fait 19 ans de bagne, et qui a rencontré un évêque, et à travers ces échanges, a eu envie de devenir bon, de travailler sur la bonté en tant que maire. J'ai pensé aussi à Woody Allen, qui est ce personnage dans ses films toujours complexes, qui se cherche, voilà, qui est un peu brouillon, un peu perdu. Vous avez aussi Grou, en bas à gauche, dans Moi moche et méchant, voilà, qui est ce personnage avec plein de défauts et qui en même temps est très, très attachant. J'ai pensé à Diogène, que vous voyez en bas au milieu. Diogène, qui était peut-être le premier anti-héros de l'histoire, hein, qui voulait vivre dans un tonneau et qui refusait la matérialité, et qui donc voilà, n'était pas dans les conventions de son époque, hein, c'est ça aussi un anti-héros. Et puis j'ai mis Harry Potter, parce que Harry Potter, c'est un héros, mais un anti-héros aussi, qui finalement subit son histoire, est plongé dans une histoire extraordinaire, qui a des côtés très anxieux, très, voilà, très vrai, très authentique, qui sait dire qu'il a peur, etc., et qui, voilà, qui a une vraie dimension anti-héroïque. Alors finalement, donc,
Cette figure de l'anti-héros, bah, ils ont tous en commun cette forme de respect de soi, d'humilité, faire avec qui on est, et c'est bien souvent leur capacité de lien aux autres qui les amène à impacter la vie des autres. Voilà. Voilà, leur lien aux autres ou leur ligne, la ligne qu'ils ont envie de tenir. Voilà. Alors, finalement, en quoi cette figure de l'anti-héros peut nous aider dans le travail sur le leadership avec les personnes que l'on accompagne? Donc, en entreprise aujourd'hui, on trouve beaucoup encore cette représentation de leader héroïque, hein, qui est dans l'inconscient collectif, qui nous vient de l'Antiquité, et cette représentation idéalisée, comme vous voyez sur ce dessin, qui est très inhibante, c'est-à-dire que les managers se disent bah, le leadership, c'est pas pour moi, c'est quelque chose d'inaccessible, mon voisin en a beaucoup plus que moi, etc. Ils pensent qu'il faut être sur toutes les balles, qu'il faut être parfait, voilà, un leader, c'est quelqu'un de parfait, quoi. Donc, c'est le modèle de l'avoir et le modèle de la toute-puissance. Hein. Avoir ces traits qui sont aux autres, qui sont un archétype. Comment je vais me l'approprier, voilà. Donc, ça pousse effectivement à chercher des modèles à l'extérieur de soi et à développer parfois un faux self, c'est-à-dire une identité défensive, voilà, où on se soumet à des canons qu'on imagine et qu'on décode dans son environnement et on s'y perd. Et donc, dans le travail sur le leadership, ce qui est beaucoup plus utile et précieux, c'est le modèle de l'être que vous avez à droite, et ça nécessite un certain déconditionnement. Donc, aider la personne à réaliser ce déconditionnement, c'est-à-dire revenir à elle-même, à qui elle est, quelles sont ses convictions, son style, ses valeurs, l'aider à retrouver de la connexion à elle-même et aux autres. Et puis aussi, parfois, aider la personne à s'autoriser à avoir une dimension supplémentaire, pas au sens supplémentaire, mais au sens bien à elle, une dimension spirituelle ou existentielle. Et je pense que dans les années à venir, ça va devenir presque impossible d'adhérer au leadership de quelqu'un qui n'aurait aucune dimension existentielle ou aucun souci, évidemment, pour l'environnement ou pour ce que nous avons tous à vivre. Voilà. Donc, c'est utile de se rappeler qu'il y a énormément de pays dans le monde encore où il n'y a pas de leader. Un leader ne peut pas être un vrai leader s'il n'exprime pas des convictions spirituelles. Voilà, il y a encore beaucoup de pays dans le monde où c'est comme ça. Donc, ça peut être aussi une dimension existentielle, c'est-à-dire ce que nous faisons tous ensemble, notre équipe et moi et nous ensemble, ça a du sens. On fait quelque chose aussi de plus grand que nous-mêmes. Voilà, on fait quelque chose pour l'entreprise, mais c'est un sens sociétal, ce qu'on est en train de faire. Ok, alors du coup, en coaching, ce modèle du anti-héros nous permet donc ce retour aux valeurs et en même temps au vivant, que chacun peut faire à sa façon. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas remettre du carcan là où il y avait du carcan. C'est sortir de la norme, même si on ne peut jamais complètement sortir de la norme. Sinon, on ne serait plus intégré à nos sociétés. On serait tous des Diogènes. Mais en tout cas, voilà, opérer cette conversion entre un modèle de combat, de contrôle, de toute puissance et un modèle de connexion à soi et au monde. Voilà, on peut imaginer que va se développer donc ce leadership anti-héroïque qui vise à accompagner cette transition intérieure collective vers ce que Otto Scharmer appelle le presencing dans son livre Théorie U. Donc le presencing, c'est cet état de conscience intensifié qui nous permet de dégager de l'espace à l'intérieur de nous pour penser comment on veut agir dans ce monde. Voilà. Donc, c'est un état de conscience, de présence à soi et aux autres. Voilà. Donc, sur ce slide figurent sans doute quelques ingrédients de ce type de leadership qui pourra prendre des formes variées, évidemment, selon l'individu, selon la culture d'entreprise, selon le contexte. Mais probablement qu'on pourra parler d'acuité aux émotions, à l'écoute des signaux, de nécessité d'être empathique.
L'importance de donner du sens aux événements, notamment pour réduire les dissonances, puisque nous sommes en proie de plus en plus à des dissonances cognitives très fortes entre ce à quoi nous aspirons, ce qui est nécessaire comme changement dans notre société et puis ce que nous vivons encore tous les jours, comme confort, comme croissance, etc. Un leadership qui présentera une conscience environnementale et sociétale et un certain désintéressement, en tout cas un désintéressement suffisant, même si, bien sûr, il s'agit de travailler pour des organisations qui ont tout leur sens. Il s'agira de mettre sa vision au service des autres et du monde, voilà. Sa vision à soi, il y a la vision stratégique de l'entreprise, mais c'est aussi qu'est-ce que moi, leader, j'en fais, comment je la vois et comment j'ai envie de vous la transmettre. Du lâcher prise, c'est-à-dire accepter de ne pas tout contrôler. De l'humilité et puis du prendre soin. Alors, je vais terminer par finalement du pratique. Comment finalement aider les managers qu'on accompagne dans ce travail sur leur leadership à se déconditionner de ce modèle héroïque. Donc concrètement, ça passe par passer du « il faut », c'est le « il faut » interne, à d'autres, à un dialogue interne plus libre. On a revisité, qu'ils auront revisité. Donc je me suis servi ici des 3 états du moi, du modèle structural d'Eric Berne, en vert, le parent, l'adulte et l'enfant structuraux, et donc effectivement passer en termes de dialogue interne de « il faut que je sois inspirant », ce qui en général ne marche pas forcément, à « je crois à quoi je crois, c'est important pour moi de ». Donc ça, c'est ce qui est dans mon parent structural, dans ce qui est dans le parent structural du manager qu'on accompagne. Au niveau de son adulte, c'est un questionnement autour de quoi avons-nous besoin, quels sont les vrais enjeux, quels sont mes besoins aussi. Et puis, écouter son enfant, que le leader, le manager écoute son enfant au sens de quoi il a envie, à quoi il aspire, qu'est-ce qu'il ne veut plus. Voilà, et c'est un déconditionnement du modèle de toute puissance et de contraintes qui ne sont plus productives, qui vont plus dans le bon sens, on va dire, aujourd'hui. Alors voilà, enfin, quelques questions dans l'idée de comment orienter finalement son questionnement pour permettre ce déconditionnement. Donc, oser un questionnement qui sort des rails nécessite aussi que nous-mêmes, coachs, on soit dans cette transition intérieure. Voilà, et que nous-mêmes, on fasse ce chemin. Sinon, c'est compliqué d'aider quelqu'un à trouver sa vérité à lui si nous-mêmes, nous ne l'avons pas fait. Donc, vous voyez quelques exemples de questions. En quoi êtes-vous un anti-héros? Qu'avez-vous de bien à vous? En quoi ne rentrez-vous pas dans les cases? Vers quoi vous a déjà conduit le hasard? Etc. Quel est votre idéal? Que souhaitez-vous apporter sur cette terre? Que souhaitez-vous transmettre aux autres? Qu'avez-vous appris? Pourquoi vous suivrait-on? Que refusez-vous? Etc. Qu'est-ce qui vous rend vulnérable? Et tout cela questionne finalement ces thèmes de singularité, de vulnérabilité, de vision du monde, de mission, etc., de besoin. Voilà. J'en ai fini cet exposé. Je vais donc arrêter le partage. Voilà, pour recueillir vos questions, vos réactions, s'il y en a, je serai ravie d'y répondre. Et je vous invite à les noter dans le chat, puisque je ne vous vois pas. Voilà, donc à noter vos questions dans le chat pour que je puisse les lire et y répondre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Violaine, pour ta présentation. C'est Sonia qui parle, comme j'ai le droit de parler. Bien sûr.
N'hésitez pas si vous Avec avez plaisir. des questions, c'est le moment. En tout cas, le thème est passionnant. Moi, je mets ma casquette de coach. En tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Voilà. Super. Bon. Peut-être qu'ils sont en réflexion, hein, voilà. Alors, on a une question de Camille. Comment aides-tu en coaching un manager à identifier son style de leadership? Hmm. Ok. Alors, il y a plusieurs façons. Euh, Effectivement, euh, moi je dirais que ce qui est important, c'est par le questionnement, d'arriver à lui faire exprimer ce qui est vraiment lui. Voilà. C'est-à-dire, s'il dit par exemple des mots un peu bateaux, comme on dit tous, je suis quelqu'un de communicant, j'aime bien faire adhérer, tout ça, c'est un petit peu bateau, c'est normal, c'est les mots de l'entreprise. On va plutôt chercher vraiment sa singularité, qu'est-ce qui est vraiment lui. Donc on va lui donner des permissions pour s'affranchir de l'image et de ce qui est bien sous tout rapport. Voilà, et donc par exemple, ça peut donner, moi, j'essaye d'être, comment dire, je cherche quelqu'un qui m'a dit ça, pas un constructeur, mais un bâtisseur. Voilà, quelqu'un m'a dit un bâtisseur poète. Voilà, un bâtisseur poète. Ça c'est du singulier. Voilà, c'est quelque chose qui est bien à lui. Donc c'est ça qu'on cherche dans le travail sur le style de leadership, c'est nommer quel est ce style, mais avec des mots qui, 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 qui viennent de la personne et qui sont vraiment spécifiques à la personne. Voilà. Comme révéler une intimité, mais qui est partageable. Merci Violaine. On a une autre question de Virginie. Bonjour, cette vision du leadership est extrêmement inspirante, mais quelle acceptation de la part des entreprises en général ne Mm. sont-elles pas encore sur un modèle de type héroïque? Très intéressant comme question. Alors, ça va être un peu comme le modèle de l'entreprise libérée, c'est-à-dire que ça va être des modèles hybrides. Voilà. Ça va pas être du jour au lendemain un modèle sociétal, c'est pas possible. Le modèle de performance et de croissance, il est là. Voilà. Mais je pense plus à un supplément de quelque chose. C'est-à-dire, je pense que d'ici 5 ans, il sera plus possible d'avoir un discours de leader, de manager, qui ne prend pas une dimension supplémentaire autour du prendre soin les uns des autres, autour de ce qu'on a à vivre, autour de gérer l'anxiété collective, autour de... Voilà. Je vois plus comme ça. Quelque chose qui est à créer et qui va se faire dans le maillage des cultures déjà existantes. Violaine et Virginie demandent également, et comment un leader qui essaye de se développer de cette manière peut trouver sa place, être accepté comme cela dans son entreprise? Alors, moi, je pense que ça va nous dépasser. C'est-à-dire qu'il n'aura pas à convaincre. Parce que là, on est juste à un carrefour. C'est-à-dire que c'est plutôt celui qui n'aura pas ce supplément d'être qui aura du mal à convaincre. Parce que je pense que là, il y a une accélération avec ce qui se passe d'un point de vue climatique, il y a une accélération. Donc, les entreprises vont se sentir de plus en plus concernées par le vécu des salariés, des collaborateurs quotidiens dans leur vie privée. Donc, un manager qui n'aura pas cette dimension, au contraire, il va avoir des difficultés à convaincre. Très bien. Y a-t-il encore des questions, des remarques sur ce que vient de dire Violaine? Alors, je lis du coup la question remarque de Camille. J'ai l'impression que certains leaders se vivent
comme des leaders participatifs, car quelque part, ça devient peut-être une nouvelle injonction, alors qu'ils sont plus dans un style directif. Mm. Oui, 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 ça c'est très juste. C'est très juste. C'est très, très juste. Alors c'est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque à aller vers une nouvelle norme, d'être coopératif et de s'y perdre. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait cette transition interne qui se fasse et qui va se faire, à laquelle le coaching va beaucoup contribuer, qui est finalement euh, quelle est ma façon à moi de contribuer à mon entreprise et à ce monde en même temps. Voilà. Et je peux peut-être être coopératif et directif. Voilà, l'issue en coaching, elle va sûrement être dans le et, quoi. Tricoter du et pas s'enfermer à nouveau dans un modèle. Très bien. OK? On voit encore s'il y a quelques questions. On a du temps et s'il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de problème. Les tricoter du et, oui. Voilà. On vous laisse encore quelques instants de réflexion avant de clôturer ce webinaire et j'en profite également pour rappeler que vous pourrez retrouver Violaine lundi 11 décembre sur la deuxième thématique de cette série qui sera consacrée à rendre le leadership accessible avec le modèle des 5 ressources. Donc n'hésitez pas à suivre évidemment nos différents posts sur LinkedIn pour y participer en tout cas. Bon, OK, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions. Je veux surtout brider personne, mais Virginie nous euh, dit pas simple quand même dans cette période de transition pour ceux qui sont déjà dans un style anti-héros. tu peux répéter, Sonia? Oui, Virginie nous dit pas simple quand même dans cette période de transition pour ceux qui sont déjà dans un style anti-héros. J'adore vos questions. Ouais. Vous avez que des questions hyper pertinentes. Ouais. Euh, J'aurais envie de dire qu'il n'y aura pas longtemps à attendre. Parce que je pense que là, en 2024, il va y avoir une accélération. Vraiment. 2023-2024, la prise de conscience émotionnelle est beaucoup plus forte de ce que nous avons à vivre. Euh, et donc, voilà, le travail sur l'être va pouvoir prendre sa place. Voilà. Tout en étant dans un collectif, hein. On ne sera pas des électrons libres, au contraire, de plus en plus dans des collectifs. Mais avec plus de conscience de à quoi on contribue ou à quoi on veut contribuer. Donc, si on est déjà anti-héros dans ce modèle, c'est magnifique. Et il faut diffuser, quoi. Voilà. Diffuser en lien. Diffuser en lien et pas imposer. Alors, je vois que... Alors, je découvre aussi, Valérie a levé la main, donc je peux vous donner la parole, ce sera plus simple. On vous écoute, Valérie. Oui, j'ai levé la main parce que je n'arrivais pas à aller dans le chat. Je viens d'y arriver. Ok. Je voulais savoir au niveau du système éducatif, notamment les modèles des grandes écoles qui forment les jeunes leaders, futurs leaders qui arrivent sur le marché, enseignent, quel style aujourd'hui de leadership enseignent-ils? Toutes les écoles de management, même les dernières années d'école d'ingénieurs donnent des éléments sur le leadership. J'ai pas l'impression, pour ce que je vois arriver sur le marché des nouveaux qui sortent des écoles, euh, que ce style de leadership soit vraiment, enfin, que les jeunes soient préparés, enfin, que les nouveaux soient préparés à ce style de leadership. Je les trouve plutôt un peu perdus Mm. et s'identifiant à des mentors plus anciens qui n'ont pas passé le cap. Et donc, du coup, il y a une forme de phagocytose. Mm.
qui s'installe et qui crée un frein, quoi. Enfin, je ne sais pas si Violaine, tu as des éléments à ce sujet au niveau de Ouais, l'enseignement. c'est vrai qu'à leur âge, ils ont besoin de s'identifier. Euh, Ils ont besoin de s'identifier. Il y a de quoi être perdu, franchement, c'est vrai, hein, il y a de quoi être perdu, hein. Avoir 18-20 ans en 2023, c'est quand même quelque chose. En tout cas, je ne sais pas si dans les grandes écoles, il y a déjà eu un changement de paradigme. Je pense que ça va prendre du temps. Par contre, l'année dernière, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu des refus de diplômes, des discours avec des élèves, notamment à HEC et à Paris Tech Agro, si je ne me trompe pas, d'élèves qui ont refusé leur diplôme en disant qu'ils refusaient de rentrer dans ce système et que c'était faire toujours du même en fait. Donc ça doit faire réfléchir les institutions, mais ça ne va pas changer du jour au lendemain, ça c'est certain. C'est le rapport à la nature en fait, en tâche de fond, hein, qui est là, hein. C'est notre rapport à la nature, ça va prendre du temps. C'est effectivement le terme d'institution, hein, qui colle comme le scotch du sparadrap du capitaine Haddock, quoi. Oui. Ouais. Et même ceux qui ont la trentaine, même 35 ans, la moyenne d'âge, là, qui comptent déjà, qui sont déjà rentrés dans l'entreprise, on en voit encore beaucoup qui sont féodés, quoi, à l'ancien système, qui ont du mal à se... On parle souvent des jeunes qui vont tout bouleverser, et en fait, c'est pas forcément ce qu'on voit pour ceux qui sortent des grandes écoles. Ils sont très mis sous modèle. Oui. Il y a eu l'expérience du Covid, c'est-à-dire qu'on a vu que sous l'effet de la peur, on est capable de tout changer. Donc, je ne nous souhaite pas d'avoir une anxiété grandissante, hein, mais si c'est ce qui se passe, ça va accélérer le changement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci hein, pour déjà toutes les questions. Je connais certains d'entre vous. Hein, je merci. Et merci à tous de vos questions extrêmement pertinentes. Est-ce qu'il y en a encore? Camille nous dit, je trouve que faute de modèles inspirants de leaders anti-héros, on se calque vers des modèles anciens comme si c'était rassurant. Eh oui, c'est vrai, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Et ça, c'est notre humanité. Hein. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de sécurité. C'est le risque de chercher aussi des sauveurs et d'oublier qu'on est chacun responsable, capable. Voilà. On exerce chacun un leadership en fait, hein, même quand on n'est pas en position de leadership. Ok, Est-ce qu'on va vers la fin du oui, webinaire? Y a-t-il encore quelques questions? Ah, Caril. Bonjour Caril au passage. oui. Est-ce que le modèle anti-héros est plus développé dans le nord européen? Bonne C'est une question. bonne question, c'est une bonne question. Alors, dans leur cadre de référence à eux, je ne sais pas du tout ce que le terme anti-héros évoquerait, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas le même rapport à la nature. Ils sont plus proches de la nature, c'est quelque chose de plus important pour eux. Et probablement qu'il y a moins de composantes d'ego. Voilà, ça n'engage que moi, là, hein, dans ces cultures. Moins d'ego et plus de discipline. Voilà, se discipliner pour quelque chose pose beaucoup moins de problèmes. Pour eux, c'est pas une c'est pas une servitude. Voilà. On l'a vu dans le Covid. Hein. Ils sont très responsables chacun. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui leur donne des ordres pour faire quelque chose. Voilà, pour incarner quelque chose. Donc oui, peut-être que le modèle du anti-héros est finalement plus proche des sociétés nordiques. C'est très intéressant comme réflexion. Merci.
Ok. Et Valérie nous dit, la crise sécuritaire, les guerres et économiques actuelles ne risquent-elles pas d'être plus fortes que la peur écologique? Hmm. Ben, j'espère pas, ouais. J'espère. Mm. Parce que ça va nous faire perdre de vue le plus important. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais euh, ouais, c'est c'est un risque, ouais, que cette peur-là prenne le dessus, ouais. Mais moi, je reste optimiste. Et l'avantage, c'est horrible ce que je vais dire, l'avantage des guerres, c'est que ça développe beaucoup le lien social, et que ça rassemble. C'est un peu ce qu'on a vu dans le Covid aussi. Voilà, ça crée de l'entraide. Donc, pourquoi pas. Proche de nous aussi, ce qui s'est passé, les inondations très récentes, où on voit les gens justement qui s'entraident et développent justement ce leadership peut-être dont ils n'avaient même pas conscience Oui, avant cet événement grave. Donc, oui, ouais. ça rapproche tout à fait. On l'a vu aussi au Maroc avec le tremblement de terre où moi j'étais à Marrakech 2 semaines après. Il y a eu cette solidarité incroyable, tout à fait désintéressée, à les aider, quoi, tout simplement. Voilà, ça va peut-être nous apporter du bon aussi. Ok. Euh, ben, je vous remercie vraiment pour ce moment partagé, pour ces questions extrêmement pertinentes. Et voilà, au plaisir de vous retrouver dans un futur webinaire ou avec un de mes collègues enseignants dans un autre webinaire. Et donc, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, bonne Bonne continuation. journée à tous. Oui, c'était une thématique très passionnante. Et Virginie va reprendre son bâton de pèlerin. Donc, bon courage, Virginie. Avec plaisir, oui. Merci pour cette ouverture optimiste. Et en effet, il faut garder l'espoir. C'est bien la Ouais, conclusion de tout ça. On va prendre notre bâton de pèlerin. J'aime bien c'est cette ça, image et aussi. on garde l'espoir. Absolument. Exactement. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci Au Sonia. revoir. Merci Violaine. À bientôt. Au Au revoir. revoir.